La Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la paix, sport, conte, planting d'arbres. Autant d'activités pour une paix sociale durable. Et puis une université sud-africaine produit des briques à base d'urine humaine. La dernière trouvaille de ces chercheurs sud-africains de l'université du Cap, travaillant sur des matériaux de construction durables et moins nuisibles pour l'environnement. Nous verrons comment cela est possible dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le conte, reflet de la société, permet de transmettre des valeurs aux enfants en général. Le conte est aussi vecteur de paix et c'est par le conte que des conteurs venus de plusieurs pays ont décidé de véhiculer la culture de la paix lors du festival international Parole de conteurs et c'était dans la commune d'Abobo. Aujourd'hui, journée nationale de la paix, les contes sont donc à l'honneur. Le reportage de Dangui Ndangui. Lorsqu'on sait qu'on ne sait pas, on saura. Ati Dokpo raconte son histoire avec tant de vie et de rebondissements qu'il tient son auditoire en haleine. Un conflit sans que l'ITEP s'est abattu sur nous. Nous ne connaissons même pas la source du conflit. Le conteur togolais est ici, à la place publique du village Agni-Sankwa à Abobo Avocatier, dans le cadre du festival international Parole de conteurs. De nombreux enfants présents ne s'ennuient pas. Ça nous apprend à plus se développer. Ça nous donne des conseils pour plus améliorer le cerveau. Même à l'école, on peut vous poser des questions à l'école. Ça peut t'aider plus dans l'avenir. Les conteurs se suivent sur scène et rappellent aux plus âgés une certaine époque au clair de lune où le conte était un outil d'éducation des enfants. Si un enfant il cause avec maman, maman il dit voilà avant c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est là que tu peux comprendre. Donc nous disons ça à travers les contes. Les contes africains sont un fait de civilisation, le reflet de valeurs idéologiques, un mode d'expression selon les conteurs. La plupart de ces conteurs regrettent par ailleurs que les systèmes éducatifs des pays africains ne s'appuient pas assez sur les ressorts des contes dans l'éducation des enfants. À travers les contes, on peut aujourd'hui éduquer. On peut permettre aux enfants de maîtriser la rhétorique, la verve, le verbe facile, l'art de s'exprimer, de tenir devant un public et s'exprimer. Si le système scolaire vraiment travaillait autour du conte, il y aurait moins de violence. On aurait des enfants qui étaient aptes à travailler. Artiste, comédienne, conteuse, actrice de cinéma, scénariste, Kofi Amoin, plus connu sous le nom de Amoin, à travers le festival international Parole de conte, veut mobiliser les ressorts et les ressources du conte au service de la paix et de la réconciliation nationale. C'est à travers le conte que nos ancêtres éduquaient leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs petits-enfants. Donc je me suis dit quoi? À travers le conte, nous allons véhiculer des messages de paix, des messages de réconciliation. Ces problèmes de santé ne l'ont pas empêché de piloter le festival international Parole de conteurs. À San Pedro, la journée nationale de la paix est célébrée autrement. C'est par un planting d'arbres que les agents des eaux et forêts ont marqué ce jour. 200 arbres ont été plantés pour sauver la forêt. Sam Kona. Le préfet des régions souriant sous un arbre. Cet arbre, il l'a planté il y a 3 années à l'occasion d'une séance de planting d'arbres. Et le voilà grandi, donnant de l'ombre. Il y a 3 ans de cela, nous avons fait un planting. Et voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, nous sommes très fiers. C'est cet exemple que les autorités veulent donner aux populations. À travers la célébration de la Journée nationale de la paix, il s'agit d'inviter les populations à la prise de conscience quant à la participation à la reconstitution du couvert forestier. À l'initiative de la Direction régionale des eaux et forêts, 200 arbres ont été plantés ce jour au lycée moderne Yibart de San Pedro. Le préfet des régions a invité les populations à planter de l'arbre partout où besoin se fera sentir. Quand il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de pluie. Et s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de manger. S'il n'y a pas de manger, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc il n'y a pas de paix. Et rappelons que de 16 millions d'hectares, il ne reste que moins de 2 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Du sport pour célébrer la paix, des employés d'une entreprise ont parcouru 2 kilomètres pour partager un message de paix. Rappelons que le 15 novembre a été instituée Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire le 7 mars 1996 après un décret. Cette journée vise à renforcer les idéaux de paix au sein de la nation. Le commentaire de Abdoulaye Koné.
2 kilomètres de marche pour célébrer la journée de la paix, commémorée tous les 15 novembre de chaque année. À Abidjan, la Mutuelle Générale des Travailleurs d'une société n'a pas manqué l'occasion. À travers une joyeuse procession, elle a tenu à partager un message de paix et de cohésion sociale avec la population. Pour les participants, la paix si chère au premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, doit être cultivée dans tous les domaines afin de contribuer au renforcement des liens de fraternité entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Cette journée dédiée à la paix en Côte d'Ivoire s'est achevée par un tournoi de Maracana. Le binôme paix et bonne santé ne sont pas dissociables pour le bonheur des populations. Pour améliorer donc la santé des populations dans l'espace CEDEAO, une rencontre, la 9e du genre de l'Organisation ouest-africaine de la santé en collaboration avec l'USAID, l'UEMOA, les partenaires techniques et financiers en vue d'un partage d'expériences en matière de production, de diffusion et d'utilisation de l'information. Parga Sorokoni. Promouvoir la production, le partage et l'utilisation de l'information sanitaire de qualité dans tout l'espace CEDEAO. C'est l'objectif de la 9e rencontre annuelle des responsables nationaux et des partenaires techniques et financiers des systèmes d'information sanitaire et de surveillance intégrée de la maladie et riposte de l'espace CEDEAO. Cette rencontre a pour but de discuter des questions organisationnelles, des fonctionnements et de partage d'expériences en matière de production, de diffusion et d'utilisation de l'information pour la prise de décision à tous les niveaux du système de santé. Cette 9e rencontre annuelle conjointe sera consacrée à des réflexions sur la promotion de la production, le partage et l'utilisation de l'information sanitaire de qualité dans l'espace CEDEAO, de discuter et de s'aligner sur les stratégies de mise en place de l'Observatoire régional de la santé de la CEDEAO. Initiée par l'Organisation ouest-africaine de la santé en collaboration avec l'USAID et l'UEMOA, cette rencontre annuelle a vu la participation des experts des 15 pays membres de la CEDEAO, mais aussi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'information sanitaire, n'en point douté, constitue un des piliers essentiels d'un système de santé fonctionnel et performant. En effet, de la fiabilité des données sanitaires produites et partagées dépend la qualité des plans d'action sanitaire et la prise de décision de qualité dans la gestion des systèmes de santé. Présentation et discussion en plénière, production et présentation des résultats clés, sessions pratiques dirigées par des experts des temps forts qui ont également marqué cette 9e rencontre annuelle des responsables nationaux et des partenaires techniques et financiers des systèmes d'information sanitaire et de surveillance intégrés de la maladie et réponse aux épidémies. Parlons à présent de diabète gestationnel, 9e cause de mortalité chez les femmes enceintes et qui cause plus de 2 millions de décès par an dans le monde. Qu'est-ce que le diabète gestationnel? Comment survient-il? Quelles sont les conséquences de cette affection pour la femme et son bébé? Comment l'éviter? Autant de questions auxquelles diabétologues et nutritionnistes répondent dans ce reportage de Noussangari et Rosemonde Kini. Cette jeune dame est l'une des victimes du diabète gestationnel. À 2 reprises, elle a perdu par ignorance ses bébés pendant la grossesse. Au début, je ne savais pas que j'avais le diabète précoce. J'étais enceinte et c'est quand j'ai fait une fausse couche, je suis arrivée à l'hôpital. On a fait les examens et on a vu que j'avais le diabète précoce. Irène, diabétique à l'origine, a quant à elle pu sauver ses différentes grossesses en se faisant suivre par un spécialiste dès le début. Au début, la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois, je vais aux toilettes pour uriner. Bon, dans les toilettes, il y avait des fourmis. Donc après, j'ai fait des examens, tout. On m'a dit que je suis diabétique. Je ne me sentais pas bien, il m'a suivi, donc il m'a dit que je dois faire l'insuline comme je suis enceinte. Donc on m'a montré un peu comment il faut piquer, tout, j'ai fait. Donc tous les matins, tous les soirs, en tout cas à chaque repas, puis au coucher, je me piquais. En tout cas, j'ai eu un beau bébé. Dans la grossesse, je souffrais, mais quand j'ai vu mon enfant, je suis contente maintenant. L'une des complications les plus fréquentes chez la femme pendant la grossesse
est l'apparition du diabète gestationnel. Il se développe entre la 24e et la 28e semaine de grossesse. Ce diabète-là, il est assez fréquent et la glycémie est au-delà de la normale et les femmes doivent pouvoir se prendre en charge rapidement. Mais malheureusement, au début de la grossesse, on ne sait pas qu'on a une glycémie qui va au-delà de la normale. Et malheureusement, on perd trop souvent les bébés. Le diabète gestationnel est la 9e cause de mortalité chez la femme dans le monde, avec 2,1 millions de décès par an. Selon la Fédération ivoirienne du diabète, 199 millions de femmes dans le monde souffrent de cette pathologie et si rien n'est fait d'ici à 2040, ce sont plus de 300 millions de femmes qui seront touchées. Pour éviter des complications pendant la grossesse et permettre au bébé de naître dans des conditions optimales, la prise en charge précoce est conseillée par les diabétologues. Les mesures à prendre, c'est un peu les gens qui sont un peu à risque en général. Comme on l'a dit tantôt, des femmes qui ont déjà fait des gros bébés, qui ont des parents diabétiques, qui prennent trop de poids pendant la grossesse, qui sont hypertendues. Voilà, ces femmes-là doivent faire des efforts, d'abord pour faire le contrôle, mais c'est chez elles qu'on peut essayer de donner des mesures. Les mesures, c'est de modifier un peu l'alimentation, avoir un peu d'activité physique. Diabète et famille, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale du diabète, une journée pour sensibiliser les populations sur les dangers liés à cette pathologie en vue de son éradication. Sachez que le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté, représenté par son directeur de cabinet Abdoulaye Bamba, apporte la compassion du gouvernement à la famille de Koné Aou Thérèse, décédée après une agression à son domicile dans la commune de Koumassi le 14 octobre dernier. Elle avait 80 ans. Le présumé coupable, un jeune homme de 23 ans, son voisin, a été interpellé par la police. Le Kenyan Stanley Temet a remporté aujourd'hui la 4e édition du marathon international du district d'Abidjan sur 42 km en 2h40. Plus de 20 000 participants ont pris part à cette course. Le reportage de Salif Ouattara. Seul à la ligne d'arrivée, le Kenyan Temet Stanley s'est imposé le jeudi 15 novembre 2018 sur le circuit des 42 km du marathon international du district d'Abidjan. Son chrono 2h40 46 secondes au bout d'un circuit savamment maîtrisé. Le marathonien kényan ne repart pas avec la cagnotte de 10 millions de francs CFA puisqu'il a largement dépassé le chrono des 2h10. Il devra se contenter d'une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Une satisfaction pour le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Beugre Mambé, qui a tenu à féliciter le comité d'organisation piloté par l'Ivoirien Victor Yapobi. Je demande à mon directeur des affaires culturelles et sportives de veiller à ce que l'année prochaine, notre présence prenne du volume pour donner du volume au marathon d'Abidjan. Le jour où on aura des lots conséquents, les premiers lots, des 50 millions, des 100 millions, vous verrez que plein d'athlètes de renommée internationale viendront. C'est ce qu'on appelle les chasseurs de primes. Les grands marathoniens ne vont courir en espoir de gagner que quand les prix sont conséquents. Au niveau des 42 km dames, c'est la Ghanéenne Elisabeth Azakouri qui remporte la palme d'or, quand ses compatriotes John Koudani en homme et Jacqueline Vidinaïdi en dame s'imposent aux 21 km. Au Gabon, la Cour constitutionnelle autorise le vice-président à présider un conseil des ministres après modification de l'article 13 de la Constitution gabonaise. La Cour a été saisie par le Premier ministre. Ali Bongo est toujours hospitalisé en Arabie Saoudite. Le vice-président Pierre Claver Moussavou devrait convoquer un conseil des ministres d'ici à la fin de la semaine. Il sachez aussi que l'autorisation de la Cour constitutionnelle fait suite à l'ajout par la plus haute juridiction du pays d'un alinéa à l'article 13 de la Constitution concernant l'empêchement du président de la République d'exercer ses fonctions, jugeant que l'article 13 comporte une lacune qu'il convient de combler. La première ligne TGV d'Afrique inaugurée aujourd'hui au Maroc en présence du président français. La ligne Tanger-Casablanca, longue de 350 km, va relier les deux régions du royaume en 2h10 au lieu de 4h45 actuellement. Le roi Mohamed VI et Emmanuel Macron étaient à bord du TGV Al-Bourak pour ce voyage inaugural.
Et puis notre urine pourra nous aider à construire notre maison et sera bien plus économique et, rassurez-vous, ne sentira pas mauvais. Une université sud-africaine produit des briques à base d'urine, des briques fabriquées à partir des urines humaines. Voilà la dernière trouvaille de ces chercheurs sud-africains de l'université du Cap. Mais que fait cet étudiant avec cette urine? Grâce à cet or jaune, l'équipe de l'Université du Cap va fabriquer des briques. Objectif, obtenir des matériaux durables et moins nuisibles pour l'environnement. Il y a tout juste un an, cela n'aurait pas été possible. Mais en s'interrogeant sur ce qu'est réellement l'urine et en repensant les systèmes, on a montré que l'on peut créer des produits vraiment innovants et durables à partir de quelque chose d'aussi simple que l'urine. Pour obtenir une biobrique, il faut de l'urine, bien sûr, mais aussi du sable et des bactéries. La technique utilisée est inspirée de la formation naturelle des coquillages. Et bonne nouvelle, la mauvaise odeur de l'urine se dissipe en quelques jours de séchage des briques. Le principal enseignement que j'en ai tiré, c'est sans aucun doute le fait que l'on peut imiter le processus de la nature pour créer un mode de construction durable. Voilà, c'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.